Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, comment allez-vous? On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo, pour deux vidéos même, assez longues, assez approfondies, qu'on va faire en collaboration avec Wartok, qui est un super youtubeur, j'espère que vous connaissez, en fait je suis même sûr que vous connaissez déjà très souvent des vidéos d'analyse, analyse tactique sur des points assez précis du Barça, mais des fois des vidéos aussi sur des joueurs externes, mais des joueurs du football qui pourraient aussi intéresser notre FC Barcelone, qui de plus en plus là récemment se remet un petit peu à faire des vidéos pré-match et des vidéos réactions sur le Barça, mais surtout très très intéressant, avec qui on a matché récemment un peu sur Twitter. Donc à travers ça, on a discuté et on s'est dit que ça serait bien de parler ensemble un petit peu du bilan de cette première partie du Barça de Flick, avec bien évidemment ses plus et ses moins, toujours essayer de viser les zones de gris parce que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Donc je suis très heureux de l'accueillir sur ma chaîne. Il y aura aussi la suite de cette vidéo qui sera sur sa chaîne. Comment vas-tu, Wartok? Salut à tous, déjà ça va très bien, merci pour l'accueil, ça fait très plaisir ce que tu me dis. Et évidemment pour moi aussi c'était un honneur de travailler avec toi, parce que tu es un youtubeur personnellement que je trouve très pertinent, avec toujours de bonnes analyses, un sang-froid aussi, et par rapport à ça je pense qu'on peut proposer du bon travail. On va s'attaquer à un sujet compliqué, on va parler de toute la première partie de saison d'Hansi Flick, donc avec le Barça. Il y a énormément de choses à dire, il y a du bon, il y a du moins bon. Vous allez voir qu'on va être nuancé. Et comme Dave l'a dit, on va faire une partie sur sa chaîne et une sur la mienne. Donc ça va être assez long. Préparez-vous, consommez ça un petit peu comme un podcast si vous le voulez. Ça va être assez long et j'espère que vous êtes prêts pour ce qui va se passer. C'est exactement ça. On ne sait pas encore avant de commencer la vidéo combien de temps ça va durer. Donc peut-être que ça durera 25 minutes, la première partie, peut-être 45. Ouais. Donc comme l'a dit Wartok, si vous voulez écouter ça pendant que vous travaillez et tout, écoutez le bon timbre de notre voix, vraiment n'hésitez pas à le faire. Mais donc on va essayer de s'attarder en première partie vraiment, on va dire sur la partie positive de ce Barça, avec ce renouveau, cette arrivée de Flick, tout l'allant que ça a généré et les bonnes choses qu'on a vues, pour arriver sur une deuxième partie avec un petit peu plus les améliorations qu'on pourra voir cette saison, sans bien évidemment, encore une fois, attaquer Flick, parce que Flick, vous allez le voir, n'est pas du tout le principal responsable, comme on va vous le dire avec Wartok, de tout ce qui se passe, mais en disant on peut peut-être s'améliorer là-dessus, et tranquillement arriver sur une deuxième partie de saison, on va proposer certaines alternatives. Donc, exactement. Si ça vous dit, on peut commencer directement par le contexte, la mise en place du contexte du FC Barcelone, et discuter un petit peu de ça avec Wartok. Donc un contexte du FC Barcelone, on l'a dit, on a fait un petit peu l'analyse avant cette vidéo avec Wartok, qui est un Barça qui est en difficulté quand même depuis quand même maintenant pas mal d'années, notamment avec un Bartomeu, pour l'instant on va parler de Bartomeu qui nous a mis grandement en difficulté, que ce soit à travers des transferts à plus de 100 millions d'euros sur certains joueurs qui n'avaient pas forcément des garanties, avec des contrats de joueurs évolutifs qui nous mettent encore aujourd'hui dans le mal. Beaucoup de choses qui économiquement n'ont pas aidé le FC Barcelone. À travers ça, on a un Laporta qui a pris sa succession, on va dire ça, qui est arrivé un peu en mode je vais refaire le Barça, le grand Barça. Mais malheureusement, des fois on peut se plaindre un peu de fausses promesses du côté de Laporta, qui nous a un petit peu lâché sur le cas Lionel Messi, qui sur le cas du Camp Nou met un petit peu de temps à nous dire la vérité, qui sur le retour du 1-1 également met du temps à nous dire la vérité. Et surtout, la problématique de tout ça, c'est qu'on a un effectif du FC Barcelone actuellement et toujours aujourd'hui en 2024, qui n'est pas encore totalement prêt, je pense, pour être compétitif sur tous les tableaux. Or, on nous vend un FC Barcelone qui doit être compétitif sur tous les tableaux. Et notamment, moi, ce qui m'a un petit peu pas attristé, mais encore une fois, je ne critique pas du tout Flick en tant qu'entraîneur quand je vais dire ça, mais c'est plutôt le choix Flick qui m'a un petit peu alerté, dans le sens où j'ai vu arriver un entraîneur qui était plus un entraîneur dans une politique de court terme, à savoir j'emmène Flick, je vous ramène Flick en tant que Laporta pour vous dire on va gagner tout de suite. Je ramène un entraîneur qui a gagné tout immédiatement avec le Bayern Munich. Or, ce message-ci, pour moi, c'était pas forcément le bon message à faire, parce que je pense que le Barça a l'occasion et a la possibilité surtout, notamment à travers sa formation, de travailler plus sur le long terme. Donc on aurait pu ramener des profils totalement différents. Je ne sais pas ce que tu en penses, Wartok, de ces choix-ci, mais il conditionne beaucoup de choses cette année. Il conditionne notamment beaucoup des attentes du public qui ne sont pas forcément celles qui sont adaptées au contexte de base. Qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, déjà quand tu dis qu'il y a une vision court terme avec Hansi Flick, ce qui le prouve bien, c'est que Laporta avait dans un premier temps décidé de garder Xavi alors qu'il devait quitter le Barça à la fin de la saison, selon ses dires. Au final, un mois après, il décide de le virer. Et ça a été assez bizarre, on n'avait pas trop compris ce qui s'est passé. Mais ça donnait un petit peu l'impression de se dire que
Laporta a eu l'opportunité, Hansi Flick, et l'a saisi directement, sans avoir un projet avec lui. Parce que quand tu dis que Xavi est ton coach, que tu mises sur lui, que tu lui fais confiance, et qu'un mois plus tard, tu vas sur un projet totalement différent avec Hansi Flick, qui a un style de jeu différent, qui a des idées aussi totalement différentes. C'est le premier entraîneur allemand qui vient dans l'histoire du club. Et par rapport à ça, ça montre bien une contradiction quand même qui est très importante. Ensuite, par rapport au contexte, il y a une chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est par rapport au Camp Nou. On sait très bien que le projet du nouveau stade va arriver. Il a été retardé encore une fois, mais ça impacte le sportif. Parce que n'oubliez pas que Laporta a demandé à la Liga de jouer un maximum de matchs à l'extérieur lors de la première partie de saison. Et pour pouvoir jouer un maximum de matchs au Camp Nou, dans le nouveau stade, lors de la deuxième partie de saison. Au final, ça ne sera pas possible et ça fait que Hansi Flick n'est pas aidé. Il joue beaucoup de matchs très importants à l'extérieur lors de la première partie de saison et lors de la seconde, il ne sera toujours pas au Camp Nou, donc il n'aura toujours pas de repères positifs et ne sera pas aidé par le public. Tout ça fait que Hansi Flick n'est pas du tout mis dans les meilleures conditions, sans parler de mercato, etc., comme tu l'as cité aussi. Donc le contexte est compliqué. Et Hansi Flick, aujourd'hui, navigue dans un contexte difficile et ce n'est pas du tout ce qui est idéal pour lui. Tout à fait, ouais, tu as très bien fait de le mentionner. C'est vrai que cette première partie de saison qui était anticipée du côté du Barça, pour pourquoi pas jouer le plus de matchs à l'extérieur, va avoir une incidence, surtout si on n'arrive pas à trouver de stade pour la suite. Tu as tout à fait raison. Et donc par rapport à ce contexte du Barça, il y a aussi quelque chose qui est important et qu'on voit, je trouve, de plus en plus, et des fois je trouve ça un petit peu dommage, bien évidemment, sans tomber sur certains supporters ou une certaine partie de la communauté, mais il faut comprendre que le contexte qu'on a fait que, entre guillemets, quel que soit l'entraîneur, je ne vais pas vous dire tous les entraîneurs parce que j'en sais rien, c'est le football fiction, mais beaucoup des entraîneurs qui vont arriver au FC Barcelone seront confrontés quand même à certaines limites. Et je pense que certains ont un petit peu du mal à le voir, sont un petit peu des fois aveuglés par cette idée que c'est le Barça, donc forcément on se doit en chaque début de saison de tout remporter et tout rafler. Or, comme c'était le cas avec Xavi, c'est exactement le même cas avec Flick. C'est pas juste parce que tu vas ramener avec Flick un Dani Olmo à 60 millions d'euros qui est dans un poste où tu aurais pu avoir d'autres options, mais que tu n'as pas forcément renforcé d'autres postes, que tu vas tout régler. Et donc Flick va être limité, va avoir des obstacles sur son chemin. Et malheureusement, je pense qu'il faut faire attention à ce contexte avant de fixer nos objectifs. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'on est le Barça, qu'on est ce grand club, cette grande institution, qu'on se doit forcément de gagner tous les titres. Je pense qu'il est important et toujours intéressant de prendre du recul par rapport au contexte actuel et de se dire, bah oui, mais quand même, là, on est face à un Barça qui a des limites dans son effectif, qui a des limites aussi en termes de qualité, pas qu'en termes de nombre. Bah oui, essayons pas de se dire, on peut jouer et être bon sur toutes les facettes du tableau cette année. Alors malheureusement, heureusement pour nous, en tout début de saison, jusqu'à, allez, on va dire mi-octobre, fin octobre, on a eu des résultats qui ont été incroyables et tu vas nous en parler juste après. Mais malheureusement, en fait, le problème, c'est que ces très bons résultats, ils ont créé un petit peu trop d'attentes, j'ai l'impression, de la part des supporters qui se sont vus peut-être un petit peu trop beaux. Et aujourd'hui, ça crée un petit peu de frustration, alors que au tout départ de la saison, on connaissait le contexte. Donc il y a un impact quand même, on a l'impression, sur ce contexte et sur les objectifs. Et pour moi, je le répète, nos objectifs doivent être corrélés au contexte. On ne peut pas arriver à chaque saison et attendre du Barça qui rafle tout sous prétexte que c'est le Barça, selon moi. Exactement, je suis totalement d'accord. Et comme tu l'as dit, par rapport aux résultats, malgré ce contexte hyper compliqué, Hansi Flick a su faire de très bonnes choses. Quand on regarde d'un point de vue chiffre, au niveau des matchs joués, c'est 25 matchs. Pour Hansi Flick jusqu'à présent, 17 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites. Et puis, quand on regarde d'un peu plus près, en Liga, le Barça est 3e. Certes, c'est un résultat qui n'est pas excellent, c'est pas ce qu'on attend forcément, mais en Ligue des Champions, par contre, le Barça est 2e. Et si on regarde, c'est assez impressionnant, parce que c'est une seule défaite, et dans des circonstances assez délicates face à Monaco, où tu prends un carton rouge en début de match, et par la suite, tu proposes quand même de bonnes choses dans le jeu. Bon, ok, tu perds, mais malgré ça, tu gagnes tous les autres matchs en Ligue des Champions, avec des rencontres qu'on n'oubliera pas. Par exemple, face au Bayern Munich, victoire 4-1, face au club qui t'a humilié saison après saison, avec des scores qu'on n'a même pas envie de citer, parce que ça va nous rappeler des souvenirs très délicats. Tu as réussi enfin à les gifler à nouveau. Et puis quand tu regardes face au Real Madrid, victoire 4-0 au Bernabeu, bon, on est habitué à ça, c'est pas non plus la première fois que ça arrive, c'est quelque chose d'assez fréquent, voilà, c'est notre maison. D'ailleurs, on n'a pas de stade, mais on a toujours le Bernabeu qui est à côté. Mais bref, par rapport à ça, on les gifle. Et à côté de ça, victoire face à Dortmund aussi, au Signal Iduna Park, qui est un stade quand même très délicat. Par rapport à ça, on a quand même fait une grosse prestation aussi face à eux. Donc il y a quand même des matchs
dont on va s'en souvenir. Après, évidemment, tout n'est pas tout rose et encore une fois, il faut toujours être nuancé. Parce que là, quand on regarde, si on regarde dans les choses plus récentes, on va dire, sur les 7 derniers matchs en Liga, le Barça n'a gagné un seul. C'est évidemment très mauvais, c'est insuffisant et par rapport à ça, on a vu beaucoup de résultats, notamment très incompréhensibles face à de petits clubs, j'ai envie de dire ça comme ça, sans forcément les dénigrer. Mais quand on regarde par exemple Leganés, qui est promu et qui vient battre le Barça, c'est quand même inquiétant. Quand on regarde Las Palmas, qui vient nous battre chez nous, là aussi, ce n'est pas forcément normal. Et plusieurs matchs nuls aussi. Par rapport à ça, tu perds trop de points et ça décrédibilise un petit peu tout ce que tu avais fait jusqu'à présent, alors qu'il y a eu énormément de positifs. Et il y a aussi, forcément, c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est la chronologie des choses. C'est-à-dire que tu es arrivé, que tu as tapé tout le monde au début, ce qui t'a fait croire quelque chose, et après, finalement, c'est un petit peu retombé. Et à l'heure actuelle où on parle, on a de la déception parce que ça s'est passé dans cet ordre aussi. Mais finalement, est-ce que si en août, on nous avait dit on signe pour être à cette position en Liga avec ce Real qui a recruté Mbappé, avec cet Atlético qui a fait un mercato incroyable avec du Alvarez, du Gallagher, du Sorloth, etc. et que nous on ne soit pas non plus totalement largués et qu'en LDC on soit deuxième, est-ce qu'on aurait signé ? Je pense qu'une grande partie d'entre nous quand même aurait signé. Donc j'ai l'impression quand même que cette chronologie, elle joue pour beaucoup là-dedans. Donc c'est vrai que c'est important aussi de mettre en avant ça. Et toi par rapport, t'en parlais là justement de ces défaites face aux équipes, on va dire encore une fois en les respectant un petit peu plus faibles quand même sur le papier. Est-ce que tu crois vraiment en cette idée de démotivation de la part des joueurs face à des petites équipes, qui est moi, j'en ai déjà parlé, quelque chose que j'ai du mal à croire réellement. Mais toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette idée précise ? Est-ce que tu penses vraiment que tu as un Barça qui se met à 150 face aux grosses équipes et qui face aux autres se met juste à 50%? Ça, je pense que c'est un petit peu humain. C'est sûr que quand tu joues face au Bayern en Ligue des Champions ou face au Real Madrid ou au Bernabéu, tu es un peu plus motivé que d'habitude. Tu as vraiment envie de faire un gros résultat. Maintenant, ce n'est pas pour autant que quand tu joues face à un plus petit club, tu t'écroules, tu n'as plus aucune motivation. Mais je pense aussi qu'il faut dire que les joueurs ont montré un petit relâchement. Par exemple, lors du match face à Las Palmas, on a vu beaucoup de tranquillité chez les joueurs, un rythme surtout qui était hyper lent. Alors, on peut aussi mentionner le fait que les joueurs ne sont plus vraiment à 100% physiquement. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs. Hansi Flick a constamment mis l'équipe type, donc ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Maintenant, de là à avoir un rythme aussi lent, où tu joues constamment en retrait, où tu n'arrives pas à t'installer dans le camp adverse, des fois pour moi c'est pas acceptable. Donc je pense qu'il y a eu un relâchement des joueurs un petit peu, qui se sont vus un peu trop beaux et qu'aujourd'hui ils sont un petit peu redescendus sur terre. Ça les fait un petit peu mal, mais quand on regarde par exemple face à Dortmund ou face à Atlético Madrid, j'ai vu vraiment des joueurs déterminés. Ils ont vraiment tout donné et je pense que même face à Leganés aussi, c'est un petit match peut-être, mais ils ont tout donné par rapport à leur activité sur le terrain. Donc ça vraiment c'est une bonne chose et ça fait que je pense qu'ils ont eu un relâchement et qu'après ils ont fini par se relancer et comprendre leurs erreurs. Ils savent très bien qu'aujourd'hui il faudra relever la tête et surtout être déterminé dans chacun des matchs. De toute façon il n'y a plus le choix. En Liga tu es un petit peu, je vais dire largué, mais tu es 3e désormais et tu dois à tout prix gagner tes matchs pour passer devant. Et puis en Ligue des Champions on a déjà fait le travail mais il faut continuer dans ce sens-là. Et pour continuer, je pense un petit peu justement sur ces côtés quand même positifs de cette première partie de saison. Je pense qu'on peut parler un peu du volet Flick, de son arrivée, de ce qu'il a proposé d'intéressant, de cette nouveauté, de cette fraîcheur du côté du FC Barcelone, en parlant des points qui nous ont plu durant cette première moitié de saison, en commençant, moi tout d'abord quelque chose quand même qui a changé, il faut le dire, et c'était un petit peu annoncé avec l'arrivée de Flick, c'est toute cette idée un petit peu de la forme physique et de la capacité à mettre de l'intensité dans tes matchs pendant une grande partie du match, justement. Là-dessus, au tout départ, vraiment, quand Flick arrive, etc., il y a tous les mythes qui sont en mode les joueurs du Barça, ils vont arriver à la salle de muscu, vous allez voir les bras, ils vont avoir des bras de la taille des chevaux et tout, ça va être incroyable. Chose, moi, j'arrivais pas du tout, je sais pas ce que t'en penses, moi, j'arrivais pas du tout à adopter à cette philosophie-là. Pour moi, c'était pas du tout ça qu'il fallait viser. On se rend compte que c'est pas ça qui est visé d'ailleurs actuellement par le staff du Barça et qu'on est sur une logique de se dire, le physique, on essaie de le développer, mais c'est surtout à travers la capacité de nos joueurs à enchaîner les efforts pendant 90 minutes. Ce qui n'était pas forcément le cas, et ça c'est vrai, il y avait une difficulté du staff de Xavi à le faire. On voyait souvent des joueurs dans les 20-25 dernières minutes baisser la tête, ça devenait tout de suite beaucoup compliqué. Bien sûr, bien évidemment, ça il faut le souligner aussi, ça n'enlève pas toutes les blessures qu'on a. Dani Olmo blessé, Lamine Yamal blessé, il y a plein de joueurs, Eric Garcia aussi c'est un peu blessé, tu as plein de joueurs depuis le début de saison qui se blessent. Oui, c'est quand même moins récurrent. Ouais, c'est sûr. Mais je veux dire qu'à un moment, on était en mode Flick va arriver, on n'aura plus du tout de blessures. On en a quand même encore. Mais c'est des blessures qui peuvent arriver. C'est pas de la faute du tout de Flick ou du staff si elles arrivent. S'il y a des torsions de cheville ou quoi, c'est pas du tout de leur faute. Mais au moins, on est sur un Barça qui, je trouve, dans ces 90 minutes d'un match,
arrive à assumer physiquement une partie et on a moins cette controverse. Après, j'ai mis quand même une toute petite parenthèse là-dessus quand même, c'est que pour faire le bilan, je trouve, d'une équipe sur le volet physique, il faut quand même généralement attendre la fin de l'année. Il faut attendre mai en fait. Parce que tu sais, toujours il y a des pics de forme dans une saison en termes de physique. Tu sais pas encore ce qui a été ciblé par le staff de Flick. Est-ce que ce qui a été ciblé, c'est d'être en forme en novembre et d'avoir une petite chute jusqu'au bout de la saison? Est-ce que notre pic de forme, on va l'avoir en février? Donc j'ai l'impression quand même que pour dresser un réel bilan de cet état physique, il faudra quand même attendre la toute fin de saison pour se dire, bon ok, au niveau physique, le staff et Flick, là, ils ont fait un travail qui a été super cette année. Tu fais très bien de dire ça, hein, parce que c'est très important aussi de voir si les joueurs vont continuer avec ce même rythme-là, avec beaucoup d'intensité. On voit que par exemple, lors des dernières semaines, le rythme est bien moins élevé et ça pose déjà problème, parce que le jeu d'Hansi Flick repose beaucoup sur les capacités physiques des joueurs, notamment au niveau du pressing, contre-pressing. Et dès que les joueurs sont un petit peu moins aptes à répéter les efforts à haute intensité, tu sens quand même un décalage et tu sens que le style Hansi Flick en prend un coup. Donc par rapport à ça, il faudra vraiment qu'ils arrivent à leur pic de forme lors des moments les plus importants de la saison. Et justement, par rapport à ça, on peut directement enchaîner sur un point qui me paraît très important, c'est au niveau de la mentalité que Hansi Flick a et au niveau de sa communication. C'est très important parce que, par exemple, la saison passée, c'est pas pour tirer sur Xavi, mais j'ai pas arrêté de dire que sa communication posait beaucoup de problèmes. On l'a vu constamment, il se plaignait de l'arbitrage, il cherchait souvent des excuses et se perdait un petit peu. On sentait qu'il subissait très mal la pression et qu'il se perdait un petit peu dans ce qu'il disait. Et ça fait qu'il procurait beaucoup de frustration au sein des joueurs qui voulaient à tout prix se battre contre une injustice et parlaient constamment d'arbitrage. Sur le terrain aussi, se plaignaient énormément. Et ça fait qu'au final, ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Quand on regarde par exemple Hansi Flick, lui aussi, il s'est plaint de l'arbitrage. Je me rappelle d'une fois en conférence de presse où il en parlait. Mais par la suite, il a dit qu'il ne le referait plus et qu'il va se concentrer sur le jeu. Et puis à chaque fois, on voit que même quand le Barça gagne, il dit des fois qu'il faut encore continuer à travailler, progresser sur tel ou tel point. Ou quand l'équipe perd, il dit tout simplement qu'il est fautif. Il prend la responsabilité, il n'attaque jamais les joueurs. Et par rapport à ça, pour moi, les joueurs sont dans un meilleur contexte pour performer. Et j'ai l'impression quand même que la cohésion de groupe est meilleure. Quand on regarde par exemple la saison passée, on avait vu des disputes entre les joueurs et surtout publiquement. Déjà, on avait vu Araujo attaquer directement à Gundogan par rapport à ce qui s'était dit les uns et les autres. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Au haut niveau, c'est pas possible du tout. Et puis quand on regarde par exemple Lewandowski aussi, il attaquait publiquement Xavi. Et après, bon, ce qu'il faut se dire, c'est que ce genre de choses-là, ça arrive quand le coach est en place depuis plus longtemps. Là, pour l'instant, ça fait très peu de temps qu'Hansi Flick est là, donc forcément, on ne va pas directement l'attaquer, surtout que pour l'instant, les résultats sont plutôt positifs. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on sent quand même une équipe beaucoup plus soudée. On le voit, par exemple, avec Rafinha qui a pris le brassard de capitaine et qui a ce rôle qui le colle très très bien jusqu'à présent. On voit que Pedri aussi est très investi au sein de l'équipe. Et tout ça fait quand même qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses et on voit un groupe très solide. Et pour moi, c'est très important et sans cela, tu ne peux pas viser de grands titres. Tu ne peux pas aller loin avec des champions si tu n'as pas une bonne mentalité, si tu n'as pas une bonne cohésion de groupe, peu importe les qualités tactiques, techniques des joueurs ou du coach, ça ne servira à rien. Et là, aujourd'hui, on voit une grosse progression et pour moi, c'est une très très bonne chose au sein du Barça. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, Dave? Moi, je te suis totalement. En fait, j'ai vraiment ce sentiment que Flick, mais sur plein d'autres aspects, mais sur cet aspect-là également, que Flick, il est arrivé au Barça. Lui, par contre, en revanche, j'ai l'impression qu'il a bossé son dossier plusieurs semaines et plusieurs mois avant de venir et qu'il a regardé ce que Xavi avait fait et qu'il s'est dit, bon, ça s'est pas bien passé au niveau de la communication, etc. Je vais prendre le virage totalement inverse. C'est ce qui était un peu le cas parce que, comme tu l'as dit, Xavi avait cette lacune, en fait. Sur le banc, même le body language, tu vois, tu sentais un mec qui était, comme tu dis, un mec qui était nerveux et genre quand tu es un joueur de foot, tu vois, typiquement, tu vas prendre l'exemple, je sais pas, je vais pas forcément prendre le meilleur coach de l'histoire, mais Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, c'est des mecs qui sont calmes, ils sont tranquilles, même Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Au bout d'un moment, ça c'est aussi important de l'insuffler à tes joueurs et quand tu as un mec qui est comme Xavi, qui était tout le temps nerveux, etc., qui se prenait des cartons rouges, des cartons jaunes H24, et c'est vrai qu'il dans la communication n'arrivait pas trop à gérer ce groupe-ci. Quand tu as un mec comme Flick qui est arrivé et qui tout de suite a pris le virage opposé, ça a fait énormément de bien. Donc je te suis à 100% sur ce cas-là. Et moi, je pense que je peux parler d'un autre point qui m'a beaucoup plu avec l'arrivée de Flick. On en a en plus un peu parlé tous les deux sur Twitter. C'est vraiment la faculté à être une équipe assez offensive, assez déséquilibrée, mais à l'assumer et à chercher une bonne liberté au sein de certains postes de joueurs. Ça, je trouve que c'est un élément qui est archi important. Je pense qu'on va en parler aussi pendant pas mal de temps. Xavi avait une équipe où il s'est dit, bon, je suis limité, entre guillemets, dans mon effectif. Moi, le cliché que je vais faire un peu de l'optique de Xavi, c'est de se dire, bon,
bah, avec cet effectif qui est un petit peu limité, pour les mettre en confiance, je vais les mettre dans certaines zones et je vais leur dire, je vais un peu les restreindre dans cette zone-ci et ils vont essayer de développer le football que j'ai envie qu'ils développent, que le Barça développe, mais en forçant des fois un petit peu des joueurs un jeu qui n'était pas forcément le leur. Alors que Flick, il arrive, il met un système qui en soi, en vrai de vrai, si on regarde bien, n'est pas totalement différent que celui de Xavi. Je parle juste du système, hein, pas forcément de l'animation. Même un Rafinha demi-espace gauche, Xavi le mettait aussi. Lamine Yamal qui écarte à droite, Xavi le mettait aussi. Le double pivot, Xavi, il essayait à chaque fois de trouver un truc, que ce soit avec Christensen ou machin, mais c'était un peu ça. Donc il y a des choses quand même qui se ressemblent pas mal. Le Koundé, le Baldé sur le couloir qui anime. Il y a beaucoup de choses quand même qui se ressemblent. Mais Flick, il est plus dans un mode, j'ai l'impression, écoutez les gars, si vous avez des fois besoin de dézonner, vous dézonnez. Et surtout, jouez le football qui, selon vous, vous permettra d'être le meilleur en fait. Même si Rafinha était déjà, je trouve, bon en deuxième partie de saison sous Xavi, parce que ce poste intérieur lui convient déjà beaucoup mieux, on l'a vu face à Naples, face au Paris Saint-Germain notamment, là tu as vraiment un Rafinha qui sur entre guillemets, cette grosse partie de première saison, jouait à un football, quand il n'est bien sûr pas ailier, mais quand il est intérieur, qui est le football qui lui plaît. Dani Olmo jouait le football qui lui plaît. Un Pedri, quand il est face au jeu, joue le football qui lui plaît. Chaque joueur est positionné dans un rôle qui lui plaît et en plus pratique le football qui lui convient dans cette forme de verticalité qui est en train de changer, mais ça on en parlera bien évidemment dans ta vidéo. Mais ça, j'ai trouvé vraiment ça intéressant avec un football qui s'assume, un football à risque, avec cette ligne du hors-jeu dont on parlera aussi, je pense. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi, hein, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que par rapport à Hansi Flick, à chaque fois, on dit que c'est un coach qui prône le football vertical. Et c'est vrai, évidemment, que lui a une vision de jeu où il veut tout le temps attaquer et toujours aller de l'avant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment il s'y prend, comment il crée des espaces. Et pour moi, c'est très fort parce que dans un premier temps, le pressing et le contre-pressing, c'est deux choses qui sont hyper importantes. C'est sa manière de défendre, mais c'est surtout sa manière d'attaquer aussi. Combien de fois on a vu le Barça récupérer des ballons très haut et tout de suite être dangereux. Et puis, combien de fois aussi on voit des phases de jeu où le Barça est dans des sorties de balles ou quoi, mais arrive directement à créer du danger. Parce qu'il y a ce travail qui est fait constamment avec l'utilisation du troisième homme. On voit toujours un joueur qui va décrocher, qui va recevoir le ballon, donner le ballon à un joueur qui est face au jeu pour donner le ballon à celui qui va faire l'appel en profondeur au moment où le joueur avait décroché. Et ça, c'est bien synchronisé, c'est bien travaillé en entraînement, c'est à chaque fois aussi bien défini au niveau des rôles. On voit que par exemple, Rafinha prend hyper bien la profondeur. On voit que par exemple, Lewandowski apporte beaucoup dans le décrochage. On voit que Lamine Yamal est très fort à la passe. Et en fait, on trouve une équipe, en tout cas, avec des rôles bien répartis et avec le fait qu'Hansi Flick arrive à mettre les joueurs, comme tu as dit, dans les meilleures conditions. On voit que par exemple, Pedri joue plus bas, touche beaucoup plus de ballons, a le jeu face à lui, arrive à l'organiser et selon moi, d'un point de vue offensif, ce que fait Hansi Flick, c'est irréprochable. On voit beaucoup de buts marqués, mais on voit surtout beaucoup d'occasions dangereuses générées. Parce qu'il y a toujours de la projection. Des fois, on voit 5-6 joueurs dans la surface. On voit qu'il y a beaucoup de prises de risques, mais c'est des prises de risques assumées. Et pour moi, qui ne sont pas non plus exagérées. Dans le sens où, à chaque fois que le Barça perd le ballon, ils arrivent souvent à le récupérer assez vite. Et en soi, on ne voit pas beaucoup de transitions défensives où le Barça est en véritable danger. Parce que justement, ils sont préparés à cela. Comme Guardiola le disait, c'est beaucoup plus facile de défendre quand tu es très haut sur le terrain parce que tu as une plus petite zone de terrain à défendre et à ce moment-là, tu ne dois pas non plus couvrir énormément d'espace. Et c'est exactement ce que fait Hansi Flick. Il s'est adapté au football catalan de Johan Cruyff et de Pep Guardiola sur pas mal de principes de jeu. Le football total de Johan Cruyff, aussi les idées de jeu de Pep Guardiola par rapport au pressing, etc. Et tout ça, on voit que ça fait un bon mélange. L'utilisation de troisième homme aussi fait que les joueurs s'y trouvent parfaitement. Par exemple, ceux qui viennent de la Masia, ils le comprennent directement. Si Casado s'impose aussi vite, c'est parce que Hansi Flick aussi le met dans les meilleures conditions à ce niveau-là. Et ça fait la différence, évidemment. Puis en plus, une Masia qui a tout de suite été mise à l'honneur par Flick. Bon, après, peut-être contextuellement parlant, il était un petit peu obligé de la mettre autant en valeur, mais il ne s'est pas du tout caché, il l'a mise sur le devant de la scène, et c'était dès ses premières conférences de presse un élément qui allait être ultra important pour lui. Puis juste pour terminer par rapport à ça, ce que j'aime beaucoup, et tu en as déjà un petit peu parlé, c'est la liberté qui est donnée aux joueurs. On voit vraiment que les joueurs sont très à l'aise sur le terrain parce qu'ils peuvent aussi se déplacer comme ils le souhaitent. On voit que par exemple Lamine Yamal n'est pas cantonné à son rôle d'ailier où il colle la ligne et il doit faire sa différence à chaque fois en un contre un. Non, des fois il va rentrer aussi de manière beaucoup plus intérieure. On voit que par exemple Jules Koundé ne doit pas rester derrière, il peut aussi monter, il peut déborder et par rapport à ça, ça fait qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations et le jeu est très imprévisible. Et ça pour moi c'est quand même une donnée importante parce qu'aujourd'hui, pour une équipe qui doit défendre face au Barça, c'est compliqué dans l'idée de
de se dire qu'on ne sait pas non plus les joueurs, ils seront véritablement dans quelle zone, on ne sait pas non plus qui il faut mettre au marquage, est-ce qu'il faut suivre les joueurs jusqu'à tel ou tel endroit, on ne sait pas forcément, et le danger peut arriver de partout. Maintenant, évidemment, on peut dire tout ça, on peut dire qu'Hansi Flick travaille parfaitement, le plafond de tout ça, ce sera toujours les joueurs. Et au final, si Lewandowski rate des occasions, s'il n'y a pas vraiment d'efficacité, là, il ne faut pas non plus l'imputer à Hansi Flick, mais plutôt aux joueurs, et ça, c'est la limite de l'effectif. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'Hansi Flick, lui, met en place un système quand même qui est très performant, avec des individualités qui font enfin de grosses stats aussi, grâce à tout ça. Ouais, tout à fait, tu as totalement raison. Et dans cette optique un petit peu justement de jeu entre guillemets assumé à risque, la question du hors-jeu, toi, qu'est-ce que tu en penses? Le piège du hors-jeu, c'est simple, hein. Moi, j'en ai parlé avec Dave et selon moi, c'est autant l'une des plus grandes forces du Barça que l'un des plus gros défauts du Barça. Si on regarde l'aspect positif ici, dans un premier temps, d'un point de vue factuel, le Barça obtient énormément de positions de hors-jeu de ses adversaires. Le match où on le voit très clairement, c'est celui face au Real Madrid. Et demandez à Kylian Mbappé s'il a compris aujourd'hui pourquoi il était en position de hors-jeu ou pas, parce qu'il l'a été 8 fois lors de ce match-là, c'est énorme. Et ce n'est pas normal, évidemment. Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Dave, mais je trouve qu'avec le piège du hors-jeu, Hansi Flick a su réparer un mot quand même qui date depuis des années au Barça. C'est-à-dire qu'avant, quand le Barça tombait sur une équipe avec un joueur très rapide en attaque, qui prenait bien la profondeur, le Barça était en grande difficulté. Rappelle-toi, hein, le Sergio Busquets, rappelle-toi de Piqué, chaque fois quand ils arrachaient les maillots en courant au ralenti. Aujourd'hui, tu as Inigo Martinez, il n'est pas beaucoup plus rapide qu'eux, mais pourtant on a plus de problèmes. Grâce au piège du hors-jeu, qui fait qu'au final tu ne subis pas forcément ça. Et quand tu regardes bien, par exemple, les équipes avec des joueurs rapides en attaque n'osent pas vraiment prendre la profondeur parce qu'ils ont peur d'être en position de hors-jeu. Donc au final, il a quand même réglé un problème déjà important à ce niveau-là. Tu as vraiment aussi derrière ce piège du hors-jeu l'idée de se dire ça va quand même nous sauver beaucoup de situations. Comme tu l'as dit là avec cet ancien Barça qui des fois pouvait être mis en difficulté. En fait, ce qui est difficile des fois à concevoir, c'est qu'on a l'impression que c'est entre guillemets risqué et que ça nous coûte des buts. Il y a forcément des occasions entre guillemets qu'on va concéder à travers cette ligne du hors-jeu. C'est totalement logique. Mais il faut aussi penser à toutes les occasions qu'on va arriver à esquiver de concéder justement avec cette ligne du hors-jeu. Ça qui est fou. Donc, on va se prendre des buts, on va se prendre des occasions. Des fois, ça va se jouer à 50 cm, des fois à 3 cm. Mais il faut se dire, est-ce que si on avait opté pour une autre défense, une défense un peu plus basse, on aurait été plus tranquille? Je ne suis pas sûr en fait finalement. Donc c'est à risque oui, mais finalement est-ce que c'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire sur le terrain? Ça va être ça la grande question. Et j'avais vu une de tes vidéos à un moment aussi sur une donnée analytique, technique, que j'avais grave kiffé aussi. C'est vraiment, tu avais parlé du fait que c'était grave intéressant que le Barça adopte plutôt cette idée d'avoir une ligne haute du hors-jeu, mais en même temps de jouer dans la verticalité, alors que de base, on ne pourrait pas forcément penser à ça et qu'on se dit plus on met une ligne haute, en fait, plus finalement on va adopter une stratégie de conservation. Ça, on en parlera aussi peut-être dans la deuxième partie, mais je trouvais ça dans la période où on a été vraiment au summum, au pic et qu'on tapait tout le monde 4-0, 5-0, ça qui était assez incroyable, c'est qu'on avait une ligne du hors-jeu haute, mais qu'on jouait dans la verticalité, ce qui était totalement contre nature entre guillemets dans le monde du football où on n'a généralement pas cette notion-ci de jouer vertical plus avec une ligne haute. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fou dès le début de la saison d'adopter cette stratégie. Certainement, et d'ailleurs par rapport à ça, je trouve que le piège du hors-jeu, il renforce encore le style de Hansi Flick. Parce que quand on regarde avec le piège du hors-jeu, ça permet à l'équipe de défendre le plus haut possible. C'est vraiment impossible de défendre plus haut que ce que fait le Barça de Hansi Flick à l'heure actuelle. Et ça fait que tu mets encore plus de pression sur l'adversaire. Tu es encore plus proche et tu es encore plus en position de danger pour pouvoir marquer face à l'équipe adverse. Tu peux encore plus facilement presser aussi. Et ça fait que constamment, tu mets une grosse intensité. Et beaucoup d'équipes n'arrivent pas à suivre ça. Aujourd'hui, le Barça est très bien préparé, arrive à faire très mal dans ce secteur-là du jeu et ils jouent sur leur force. Ils ne vont pas forcément penser à leur faiblesse. Parce que par exemple, Hansi Flick, on sait très bien que ça ne lui pose pas de problème d'encaisser quelques buts à chacun de ses matchs. Si au final il marque plus que l'adversaire, il sera très content. Ça, il l'a déjà dit, on l'a bien compris par rapport au risque fou qu'il prend. Mais l'idée est de toujours renforcer ses forces. Et aujourd'hui, avec le piège du hors-jeu, tu es encore plus dangereux parce que tu es encore plus proche du but adverse. Et les équipes, je peux vous dire que des fois, on a l'impression qu'ils n'arrivent plus trop à respirer sur le terrain tellement elles sont submergées. Et ça, c'est quelque chose quand même de très positif. Les entraîneurs adverses, des fois, ils pètent un peu des câbles, ils n'arrivent pas à comprendre que leurs joueurs, ils ne le comprennent pas assez rapidement. Après avoir vu tous ces points un petit peu, on va dire collectifs plutôt, ce qu'il y a aussi, ce qu'on a grave pu kiffer aussi sur cette première partie de saison, enfin ce qu'on a aimé tous les deux, c'est aussi l'avènement de certaines individualités.
Toi, est-ce que tu peux nous citer 2-3 individualités qui t'ont vraiment marqué? Ou si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est un passe-passe d'individualités autour de certains cas pour en parler un peu. Et quand même, on a pu kiffer quand même à travers certains joueurs sur ces 6 premiers mois. Bien sûr, moi je pense qu'un passe-passe c'est intéressant. Et pour commencer, évidemment, Don Pedri, j'en parle à limite chacune de mes vidéos. Ce joueur-là. Mince, tu m'as pris mon préféré là. Je sais, il faut que j'en parle. C'est un joueur là qui est en train de faire des folies. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'en ce moment on est déçu par rapport aux résultats, etc. Mais Pedri, quand il ne se blesse pas, quand il enchaîne les matchs, bah, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Je suis désolé, on peut parler de Bellingham, on peut parler de qui vous voulez, mais Pedri, ce qu'il propose, c'est de la folie. Et on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Le positionnement qu'Hansi Flick lui donne, où il est plus bas sur le terrain, où il touche plus de ballons, ça lui réussit tellement. Parce qu'en soi, Xavi aimait bien le mettre aussi des fois très haut sur le terrain, où il était dans le demi-espace, où il devait faire la différence, sa première touche de balle. Il sait le faire, parce que c'est un joueur qui sait tout faire. Maintenant, quand il est plus bas et quand il organise le jeu, mais c'est tellement facile pour les autres, il arrive à les trouver tellement facilement. Et il faut regarder, si vous voulez, amusez-vous à regarder une compilation des buts du Barça cette saison, vous allez voir que la grande majorité des buts commence avec Pedri qui débloque une situation. Pedri qui est sous pression avec 2-3 joueurs. Regardez par exemple le but face à Dortmund, il y a un but à un moment donné, j'avais mis sur Twitter, il était entouré de 4 joueurs et le gars il fait des feintes de corps, il fait tomber Couteau, le défenseur de Dortmund, et après il se retourne, il fait une passe comme ça qui va casser une ligne pour Olmo, mais il est fou, c'est pas normal de faire autant de différences individuelles. Le gars il est sous pression, il est dos au jeu, il va se retourner, il va casser des lignes, il va donner un ballon où le joueur a des mètres devant lui. Non, c'est beaucoup trop. Franchement, ce que fait Pedri, c'est la folie, et avec un joueur comme ça, tu peux vraiment être très à l'aise sur l'assise du milieu de terrain. Ouais, non, mais c'est magnifique. Et puis, bah, comme tu l'as dit, le surnom Don Pedri lui va très bien en référence à Don Andrés Iniesta. C'est cette idée des fois des joueurs. Moi, j'avais ça avec Iniesta. Je sais pas si ça te faisait ça, mais des fois, Iniesta, il prenait le ballon, il se collait un peu à la ligne, il se mettait dans une situation compliquée où il y avait 3 joueurs qui allaient monter sur lui. Et au tout départ de l'action, j'étais en mode, j'avais envie de l'engueuler parce que j'étais en mode, mais pourquoi tu lâches pas ton ballon avant? Sauf que ce fou, il était tellement fort, enfin conscient de ses capacités, comme Pedri, qui passait les 3, il arrivait à s'en sortir, et là, décalage, et à partir de ce décalage, tout de suite ça avance, et tu as tout de suite plus d'espace quand tu es son coéquipier. Et j'ai ce même truc avec Pedri, de me dire des fois, mais qu'est-ce qu'il fait à se foutre dans des situations infernales, et à la fin, bah, comme tu l'as dit sur le but de Dortmund, il s'en sort, et derrière, bah, tu as Olmo, il est tout seul, Olmo, il donne le ballon à Rafinha, il va être tout seul, et ensuite, bah, let's go, on profite de l'espace qu'on a devant nous. Donc ça... Ouais, ça c'est totalement fou chez ce joueur-ci, qui en plus de ça, je trouve, a une qualité de toucher de balle, le fait d'être soyeux, qui juste à la télé, c'est magnifique de voir ça. C'est magnifique, ouais, vraiment. Moi, je peux citer mon joueur. Bon, tu m'as pris Pedri. Je pourrais citer, je vais citer Lamine Yamal. Voilà, je vais te prendre un gros aussi. Je pense que tu apprécies beaucoup. Mais Lamine Yamal, Lamine Yamal, c'est incroyable, c'est fou. C'est à chaque fois, en fait, ce qui est relou avec Lamine Yamal, c'est qu'on a l'impression des fois de banaliser. Genre, il te fait un match super bon et t'es là, et puis après, tu réfléchis un petit peu et tu te dis, mais le mec là, il a 17 ans, quoi. Le mec, il a 17 ans, il arrive sur ça, on va dire, bon, en gros, c'est sa 3e saison en tant que vrai pro, mais c'est sa 2e saison, hein, on va se dire ça. Le mec, cette année, il a été champion d'Europe cet été, tout le monde l'a vu, c'est le crack, c'est le mec ballon d'or espoir, je sais pas quoi, machin. Tu te dis, bon, cette année, les mecs en Liga, ils vont se mettre à 5 sur lui, ils vont l'arrêter, ça va être plus dur, il va être attendu, ça va être plus compliqué, il va y avoir des plans en face, ils vont se mettre à 2, 3 sur lui, machin. Le mec, il a quasiment le même rendement que l'année dernière. Il est toujours hyper important. Dès qu'il joue plus au Barça, notre statistique collective, elle baisse. On perd les matchs, on fait match nul, on est plus bon. Le mec, il a une palette technique. Il a inventé l'extérieur cette année, c'est incroyable. Tu fais juste des focus de lui pendant 25 minutes, c'est highlight sur highlight. C'est que ce soit des talonnades, une intelligence de jeu. Et surtout, ce dont j'avais un petit peu peur avec Lamine Yamal, c'est naturellement, prise de grosse tête, tu vois, avec l'euro, etc. Peut-être que le mec se dit, je suis le sauveur du Barça, je prends tout sur mes épaules. Et non, le mec passe décisive à droite, à gauche, je joue collectif quand il faut le voir, je sais temporiser quand il faut le faire. La maturité qu'il a pour temporiser, c'est l'un des seuls joueurs en attaque à le faire. C'est magnifique, Lamine Yamal, bravo mon petit, heureusement que tu es chez nous et j'espère que tu vas être épargné par les blessures et que ça va pas continuer, mais c'est magnifique. Ouais. Moi, je le dis depuis ses débuts en pro, pour moi, Lamine Yamal est le joueur le plus talentueux au monde. C'est aussi simple que ça. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, je ne sais pas, peut-être que tu utilises des mots trop forts, mais quand je vois les autres équipes jouer, il n'y a pas de talent équivalent à Lamine Yamal. C'est un crack générationnel, et un joueur comme ça au Barça, comme tu l'as dit, vraiment, on est très très gâté de l'avoir. Et puis on peut parler jusqu'à demain, mais en soi, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?
il est beaucoup trop fort, il fait trop de différence individuelle à chaque fois, c'est la même chose. Dès qu'il se met sur l'extérieur de son pied, on est déjà en train de crier, non c'est trop, c'est beaucoup trop grave ce qu'il est en train de nous faire. Et pour enchaîner, il y a un joueur que j'ai envie de mentionner, c'est évidemment Marc Casado. Parce que la saison qu'il fait, et il change beaucoup de choses. Hein. Parce que sans Casado, honnêtement, je ne sais pas si le rendement de l'équipe est le même. On avait besoin d'un joueur comme ça. On le disait la saison passée. Il nous fallait un 6. On ne pouvait pas recruter. On allait compter sur les jeunes de la Masia. Est-ce que ça allait suffire ou non? Au début, c'était Marc Bernal qui a été choisi par Hansi Flick. Et là, on voit que Casado, petit à petit, il a gravé les échelons et il a tout fracassé. Parce que là, aujourd'hui, il s'est imposé. C'est vraiment l'un des boss du milieu de terrain. Bon, il y a Pedri avec lui, évidemment. Hein, mais Casado, ce qu'il fait, vraiment, c'est très important à la perte du ballon à chaque fois. Toujours agressif. Il a une activité phénoménale. Des fois, on voit qu'il perd quelques petits ballons quand il est sous pression. Je trouve qu'il est un peu trop à l'aise. D'un côté, c'est une qualité, d'un côté, c'est un petit défaut où il prend un peu trop de risques des fois. Mais globalement, techniquement aussi, qu'est-ce qu'il est fort. Il a combien d'assists cette saison? Je crois qu'il en a 5 ou 6, choses comme ça. Et c'est pas n'importe quel assist. Hein. Voilà, c'est ça, elles sont pas dégueu. La transversale qu'il fait pour Rafinha, la passe à Gérone là, pour Pedri. Oh là là, la passe entre lignes comme ça. Là. Il avait fait aussi la passe pour Lewandowski au Classico, à la limite du hors-jeu. Là. Oh là là là. Ah oui, super. Il fait des passes de fou furieux, vraiment dans des très gros matchs. À chaque fois, il élève son niveau de jeu aussi. Et même quand on le dit, sans ballon, avec ballon, il est très fort, compréhension du jeu, il se donne toujours à 200%, grosse activité. Ça, heureusement qu'il est là. Vraiment, on a beaucoup de chance d'avoir un joueur comme ça à un tel niveau. Et je me demande encore jusqu'où il peut aller, parce que s'il commence comme ça sa carrière en pro, c'est très très dangereux pour la suite. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, la question, je pense qu'autour de Casado, ça va être est-ce que typiquement l'année prochaine, avec le retour de Marc Bernal, on aura un Casado qui reviendra dans un rôle, c'est parce que tu te souviens, au tout début de la saison, il n'était pas le 6 de Flick. Hein. Il le mettait, il l'avait fait jouer contre Valence, il l'avait fait rentrer, il était plutôt, je sais pas comment l'expliquer, mais dans un rôle un petit peu plus relayeur à droite, qui des fois pouvait rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Ça va être intéressant aussi de voir des changements peut-être tactiques autour de Casado. Hein. Ça va être ça qui aura à suivre. C'est possible, hein, il est très complet. Mais en tout cas, pour moi, il a gagné sa place en tant que numéro 6, au moins pour une saison encore. Parce que là, ça, c'est sûr. Bernal au début était monstrueux en termes de talent. J'ai toujours dit que pour moi, c'est un phénomène, Bernal. Mais Casado, ce qu'il fait là en ce moment, il faut le laisser. Il faut vraiment lui laisser jouer. Parce que là, c'est son milieu de terrain à lui. Hein. C'est lui qui gère ce qui se passe au milieu. C'est fou. Et bah, un petit peu pour conclure le tour des joueurs, je peux finir sur Koubarsi, moi. Merci. Un petit peu dans la même veine, voire pire que Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, encore, c'est un joueur offensif. On voit ses buts, ses highlights, etc. On connaît tout. Koubarsi, en fait, c'est un défenseur central. Donc déjà, même moi, je me mets dans l'eau. Des fois, j'oublie de le mentionner dans mes tops de matchs, etc. quand je fais les débriefs, parce que voilà, c'est un défenseur et des fois, on zappe. Mais le mec, la constance au haut niveau du gamin, il a 17 ans, il est défenseur central. C'est-à-dire que, à l'inverse d'un Lamine Yamal qui des fois peut un petit peu rater, ne pas être trop présent pendant 20 minutes, c'est très rare que Lamine Yamal rate un match, mais des fois, ça peut lui arriver. Si Koubarsi, il rate une action, s'il se loupe sur un truc, c'est but. C'est un défenseur central, s'il fait une erreur, c'est dans son dos, c'est terminé. Donc la pression, c'est pas du tout la même. Et il a 17 ans, la maturité du gosse, et alors dans le jeu de Flick, à casser des lignes. Bon, il le faisait déjà bien évidemment l'année dernière sous Xavi, hein, mais sa capacité à prendre à chaque fois le risque de jouer vers l'avant, moi qui est quelque chose que j'adore, parce que les défenseurs centraux qui, quand ils sont en difficulté, font tout le temps la passe à leur gardien, moi c'est quelque chose, c'est redondant. Mais lui, tout le temps, je cherche à casser la ligne, je joue avec mes milieux de terrain, je cherche un Pedri, un Casado, H24. Et en plus de ça, dans les duels, il est au rendez-vous. C'est pas juste un joueur, il est bon au pied, c'est un bon, il pourrait jouer numéro 6. Non, il est bon dans les duels, dans les interventions, dans les tacles. Là, contre l'Atlético, récemment, il a mis Alvarez dans sa poche, mais avec une facilité. On se rappelle Naples, Osimhen, c'était dans sa poche. Mais tous les attaquants, quasiment, c'est dans sa poche. Et en plus de ça, même tactiquement, sur la ligne du hors-jeu, il y a quasiment aucun problème. Très souvent, il est bon, il s'aligne très bien. À 17 ans, c'est phénoménal. Ouais, il a un QI foot, vraiment, c'est pas normal. Parce que le gars se positionne toujours très bien. Il anticipe. Et je sais pas si tu as déjà vu des vidéos où on fait un focus sur Pau Koubarsi et on voit qu'il fait à chaque fois le petit pas en retrait. Et il arrive toujours à chaque fois à sentir le bon timing et même à donner des instructions aussi aux autres coéquipiers. Non, c'est pas normal. Il a un leadership. Et même par exemple face à l'Atlético Madrid, quand on perd le match, tu vois par exemple Pedri, Rafinha qui se sont effondrés par terre. C'est lui qui vient les relever. C'est lui qui vient leur dire allez, c'est pas grave, on relève la tête et on va faire de bonnes choses par la suite. La mentalité qu'il a, la conviction qu'il a en lui,
qualité de passe, vision de jeu, défensivement, comment il est dur sur l'homme aussi. On a vraiment un crack. Et comme tu dis, c'est comparable à Lamine Yamal, pardon. Parce que Lamine Yamal, lui, c'est le 8e au Ballon d'Or, etc. Tout le monde le connaît, c'est une star. Ok, mais Koubarsi, c'est un défenseur, donc on en parle moins. Mais ses performances sont folles. Et puis là, on a parlé que des joueurs, mais il faut quand même préciser que tout ça, c'est grâce aussi à Hansi Flick. En tout cas d'une partie, parce que lui il les met dans les meilleures conditions et lui fait en sorte aussi que les joueurs jouent sur leur qualité. Il les positionne bien, les met dans des bonnes situations aussi. Et par rapport à ça, par exemple, quand on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, Koubarsi est gagnant parce qu'avec autant de mouvements, il se régale. Il peut distiller des ballons exceptionnels et ça favorise encore plus ses qualités. Et c'est la même chose pour les autres. Et par rapport à ça, Hansi Flick, évidemment qu'il est très important là-dedans aussi. Ouais, bah, tout à fait. Bah, tu fais bien de conclure sur ce point-là parce que tout l'objectif de cette première partie, c'était de montrer tout ce qu'il y avait eu de bien justement autour de cette arrivée d'Hansi Flick, etc. Bien évidemment, en prenant en compte le contexte du FC Barcelone, en prenant en compte la déception qu'on a eue à cause de ses récents résultats, mais que quand même, il y a le contexte, il faut le prendre en compte, mais qu'on a vu tout ça de bien avec Flick sur cette première partie de saison. Là, on va passer, je pense, sur l'autre vidéo, la deuxième partie. On va parler un petit peu plus des difficultés qu'on a rencontrées. Comment est-ce qu'on va réussir, on pense, c'est juste nos avis à nous, hein, qui sommes derrière l'écran, à essayer de relever la tête, pourquoi pas en deuxième partie de saison. Et voilà, je pense qu'on a bien conclu cette première partie. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, là, je suis très content. On a quand même beaucoup parlé. Je sais pas ça va durer combien de temps. Mais en tout cas, c'est important aussi de prendre le temps de voir tout le positif et évidemment de voir les deux côtés. On verra ça par la suite. Ah ouais. Tout à fait, bah les gars, voilà, vous le savez, de toute façon ici c'est Team Positif, on reste optimiste pour la suite de la saison parce que comme on l'a dit, on a vu de bonnes choses, on a vu des bases, ça va être intéressant, même si tout n'est pas parfait, on va en parler, mais restons positifs les gars et ne broyons pas que du noir, ne voyons pas que le négatif, voyons ce qui est bien. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie et ce qu'on vous propose avec Wartalk, c'est de filer sur la vidéo de Wartalk pour voir la deuxième partie. On vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo les amis. À tout bientôt. Ciao. Ciao.